Et nous allons pouvoir. Recording in progress. Merci. Nous allons pouvoir recommencer nos travaux avec cette troisième table ronde consacrée à l'effectivité de la lutte contre la corruption. S'intéresser à l'effectivité de la lutte contre la corruption, c'est entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, dites-moi. Bien. Et nous allons analyser cette effectivité à tous les stades, à toutes les échelles. Et donc, nous avons les mêmes intervenants que ce matin. Mélanie Chabert qui va intervenir en premier pour l'ONUDC, Vincent Perrault pour l'OCDE, Stéphane Leyenberger pour le Conseil de l'Europe et enfin Vincent Filol pour l'Union européenne. Et vous aurez tout le temps que vous n'avez pas pu avoir ce matin. Donc, Mélanie Chabert, vous voulez débuter? Merci. Alors, bonjour. Donc là, pour cette partie-là, je vais vous décrire le mécanisme d'examen de l'application de la Convention, ses principes et comment il permet d'avoir un aperçu sur l'avancement et les progrès réalisés par les États parties dans leur effort à mettre en œuvre la Convention. Donc, je vais commencer par les caractéristiques et l'objectif du mécanisme d'examen de la mise en œuvre de la Convention. Donc, la Convention, je pense que je l'avais dit ce matin, a été adoptée en 2003 et elle est entrée en vigueur en 2005. Et à partir du mois prochain, lorsque la ratification de la Convention par la Barbade entrera en vigueur, la Convention comptera 190 États parties et aura donc atteint une adhésion quasi universelle. Donc, au cours des négociations du traité, les États membres ont envisagé différentes approches pour garantir la mise en œuvre effective de la Convention. Donc finalement, ils se sont mis d'accord sur l'article 63, paragraphe 7 de la Convention, qui stipule que la conférence des États parties, qui est donc l'organe chargé de la mise en œuvre, établit, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour aider à la mise en œuvre effective de la Convention. Donc, la Convention elle-même n'établit pas un tel mécanisme, mais elle laisse la possibilité ouverte aux États d'établir un tel mécanisme si les États le jugent nécessaire. Donc, ça, c'était au moment de la négociation ou de l'adoption du traité en 2003. Et ensuite, lors de sa première session en 2006, la conférence des États parties a décidé de créer un groupe de travail intergouvernemental d'experts à composition non limitée chargé de lui faire des recommandations sur les mécanismes ou organes appropriés pour examiner l'application de la Convention et sur le mandat de ces mécanismes. Donc, lors de sa troisième session, 3 ans après, tenue en 2009, la conférence a adopté la résolution 3.1 par laquelle elle a établi le mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies, connu sous le nom juste de mécanisme d'examen de l'application. Elle a créé son mandat et le groupe d'examen de l'application, qui est un groupe subsidiaire de la conférence, qui tient des réunions 3 fois par an, 3 fois ou 2 fois par an minimum, qui est donc un groupe subsidiaire d'experts techniques qui se rencontrent à Vienne 3 fois par an pour discuter de l'application de la Convention. Donc, ce groupe a été créé avec le mécanisme en 2009. Donc, l'objectif général du mécanisme est d'aider les États parties à mettre en œuvre la Convention en identifiant des bonnes pratiques, les défis et des besoins d'assistance technique. Donc, le mécanisme, il est divisé en 2 phases et chaque phase, la première phase dans laquelle on se trouve constitue 2 cycles d'examen. Donc, chaque État partie fait l'objet d'un examen une fois par cycle et agit en tant qu'État examinateur au moins une fois et au maximum 3 fois par cycle, parce que c'est un examen par les pairs, donc un examen par 2 États parties, que j'expliquerai.
Donc, le premier cycle du mécanisme a débuté en 2010 et a couvert les chapitres de la Convention sur la criminalisation, la détection et la répression, le chapitre 3, et la coopération internationale, le chapitre 4. Le deuxième cycle, qui a été lancé en novembre 2015, couvre les chapitres sur les mesures préventives, chapitre 2, et le recouvrement d'avoir, chapitre 5. Donc, c'est le cycle dans lequel on se trouve, le cycle dans lequel on se trouve actuellement. Donc, la plupart des États ont déjà terminé le premier cycle d'examen et ils se trouvent dans le deuxième cycle. Donc, conformément au mandat du mécanisme d'examen, chaque État partie examiné par 2 pairs, dont un du même groupe régional, et ils sont tous sélectionnés par tirage au sort dans le groupe d'examen du mécanisme au début de chaque année du cycle. Et l'ONUDC sert comme secrétariat à la conférence des États parties et soutient et coordonne le mécanisme. Donc là, les principes directeurs du mécanisme, c'est un mécanisme qui sont donc établis dans les termes de référence du mécanisme, sont que le mécanisme doit être transparent, efficace, non intrusif, inclusif et impartial, non punitif, sans aucune forme de classement. Et il doit permettre donc la possibilité de partager des bonnes pratiques et les défis. C'est un examen technique, donc un examen d'une part intergouvernemental par des pairs, mais c'est aussi un examen technique par des experts techniques. Donc, ce n'est pas un examen politique. Et c'est un examen qui vise à promouvoir une collaboration constructive et aussi qui vise à compléter d'autres mécanismes d'examen, comme on sait que beaucoup d'États sont aussi couverts par d'autres conventions donc régionales. Toutefois, il y a l'Asie qui n'a pas de convention, donc il y a aussi une grande partie des États qui ne sont pas du tout évalués à part donc par le mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies. Donc maintenant, je passe aux étapes du processus d'examen, juste pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, chaque État partie concerné par l'examen désigne les personnes qui travailleront à l'examen. Donc, pour l'État qui fait l'objet de l'examen, un ou plusieurs points focaux sont désignés pour coordonner toutes les informations de l'État partie. Et pour les États examinateurs, ce sont des experts gouvernementaux qui doivent chaque État examinateur peut nommer jusqu'à 15 examinateurs. Et pour chaque examen, nous avons 2 membres du personnel du secrétariat qui sont affectés à chaque examen pour soutenir les examinateurs. Donc, un examen peut être divisé en 5 étapes. Donc, il y a l'auto-évaluation, l'examen préalable, le dialogue entre l'État examiné et les États examinateurs, et le dialogue direct qui est une visite de pays ou bien une réunion conjointe à Vienne. Et enfin, il y a l'adoption d'un rapport final et le résumé analytique. Le résumé analytique, c'est un résumé des observations, des recommandations et des bonnes pratiques et dans le cas échéant, les besoins d'assistance technique identifiés au cours de l'examen. C'est un document d'environ 15 pages qui devient un document officiel des Nations Unies, qui est publié dans les 6 langues des Nations Unies et que vous pouvez trouver sur notre site. Et le rapport d'examen final n'est pas systématiquement publié. Les États ont un choix de le publier ou non. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, pour l'étape d'auto-évaluation, l'État partie examiné compile et prépare les réponses. Donc, surtout sous ce cycle d'examen, nous savons que c'est beaucoup de travail parce que sous le chapitre sur les mesures préventives, il y a beaucoup d'autorités qui doivent être consultées. Donc, les termes de référence prévoient une période de 6 mois pour l'examen, mais nous nous sommes rendus compte que c'est une période pas du tout réaliste, surtout dans le deuxième cycle, car les États ont beaucoup de difficultés à collecter les informations nécessaires dans un si peu de temps. Parce que les 6 mois, ça serait le début de l'examen jusqu'à la fin, jusqu'à l'accord du rapport final et du résumé analytique. Donc, une fois que le point focal a soumis ses réponses, l'ONUDC, si nécessaire, le traduit et le communique aux experts chargés de l'examen, qui ensuite, donc, on passe à la phase de l'examen préalable où les examinateurs vont mettre leurs commentaires par écrit, peuvent poser des questions, peuvent déjà partager des observations. Le rapport est renvoyé à l'état sous examen
qui va répondre aux questions. Et ensuite, on passe à la phase du dialogue qui peut être donc complétée par un dialogue direct ou une visite de pays où les experts examinateurs et les membres du secrétariat vont à l'État partie examiner et pendant 3 jours échangent avec le gouvernement sur chaque disposition sous examen pour identifier donc des défis, des bonnes pratiques et formuler des recommandations. Donc après la visite de pays, comme je vous le disais, il s'agit de la rédaction des 2 rapports. Et les rapports sont considérés comme définitifs juste une fois que les 3 États parties se sont mis d'accord sur leur contenu. Donc, c'est basé sur le consensus et cette période de négociation peut durer aussi un certain temps. Donc, l'adoption des 2 documents suit le même principe. Ils sont d'abord approuvés par les États examinateurs, puis communiqués à l'État partie sous examen pour leurs commentaires. Et donc, ils contiennent, comme je le disais, des informations relatives à la mise en œuvre, des recommandations, des bonnes pratiques, des besoins d'assistance technique. Et ils donnent donc un aperçu de la mise en œuvre. Donc, en général, on commence par l'adoption du résumé analytique parce qu'il contient toutes les questions déjà un peu sensibles. Et ensuite, une fois que le résumé analytique est adopté, le rapport qui contient donc beaucoup plus de détails, contient les dispositions en question, tout ça est souvent adopté après, mais les 2 peuvent se faire en parallèle. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est plus simple de commencer par le résumé analytique. Donc maintenant, sur la question, qu'est-ce qui incite les États à se conformer au mécanisme et quelles sont les preuves d'effets positifs sur le respect du mécanisme? Donc, les principes de mécanisme font qu'il n'y a actuellement pas de suivi systématique de la mise en œuvre des recommandations une fois l'examen terminé. Les États sont invités à fournir de l'information sur les mesures prises pour se rendre conformes aux dispositions et aux recommandations, mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Donc, le mécanisme incite les États à se conformer plutôt de manière de soft power, comme on dit, par son caractère technique et constructif. Donc, comme je l'avais déjà dit, la Convention a été adoptée par consensus par l'Assemblée générale. Donc, cela déjà témoigne du soutien politique mondial dont elle bénéficie. Et la résolution par laquelle la conférence a établi le mécanisme a également été adoptée par consensus. Et ici, je voudrais dire que le fait que le mécanisme a été adopté dans une résolution sans mécanisme contraignant, mais que tous les États s'y soumettent, est déjà très significatif, puis surtout qui couvre beaucoup d'États qui sont sinon pas soumis sous un autre examen. Donc là, c'est les principes directeurs du mécanisme, en particulier son caractère technique, non accusatoire, non punitif et non constructif, qui contribuent à une large participation des États parties. Et nous voyons que les États sont très engagés. Par rapport à l'impact du mécanisme, nous avons collecté des données en 2019. Nous avons collecté des données sur la base d'une note verbale qu'on avait envoyée à tous les États parties et aussi sur la base des informations que les États nous avaient données dans les groupes intergouvernementaux pour essayer de comprendre à quel point ils avaient mis en œuvre les recommandations. Donc là, on s'était rendu compte qu'à la suite d'un examen, 90% des États parties avaient fait des efforts de réforme législative en décrivant l'adoption de nouvelles lois ou la modification de lois en vigueur pour les mettre en conformité avec les exigences de la Convention. Et 71% ont estimé que le mécanisme et son processus par les pairs avaient contribué à identifier des lacunes et des insuffisances de leur cadre et système de lutte contre la corruption. Et nous avons vu aussi que, en fait, le fait que ce soit un examen par les pairs et que ce sont toujours 3 États d'une géographie complètement différente, d'un système juridique, politique très différent, cet aspect-là aussi est très positif parce que ça permet aux États d'apprendre aussi des systèmes complètement différents et des manières surtout sous le chapitre 2, sur les mesures préventives, des manières d'aborder certaines dispositions qu'ils n'auraient sinon pas considérées, et c'est ce qu'ils nous disent souvent les États. Que ça fait partie aussi de la richesse du mécanisme, le fait d'avoir une visite de pays où les experts peuvent vraiment échanger. Enfin, sur la transparence et la prise en compte des avis d'experts. Donc,
D'abord, il y a un aspect de confidentialité. Donc, conformément aux exigences de confidentialité du mécanisme, toutes les communications relatives à l'examen sont effectuées par l'intermédiaire du secrétariat et sont destinées aux points focaux et aux experts chargés de l'examen, ce qui fait aussi que les États ont confiance. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas de classement. Donc ça aussi, je pense, ça crée une confiance qui permet à aborder ces questions d'une manière très honnête. Ensuite, par rapport à la participation de la société civile, donc selon le paragraphe 28 des termes de référence, l'État partie examiné doit s'efforcer de préparer ses réponses à la liste de contrôle de l'auto-évaluation en procédant à des larges consultations au niveau national avec toutes les parties prenantes concernées, y compris le secteur privé et les individus et groupes n'appartenant pas au secteur public. Donc, le paragraphe 30 prévoit que les États parties sont encouragés à faciliter le dialogue avec toutes les parties prenantes nationales concernées aussi au cours de la visite de pays. Donc là, cette manière d'intégrer la société civile dans la visite de pays prend généralement la forme d'une session d'1 heure au cours de laquelle les parties prenantes non gouvernementales peuvent partager avec les experts chargés de l'examen leur point de vue et leur expérience concernant la mise en œuvre des dispositions examinées. Cette partie ne fait pas, ça fait pas partie du rapport. L'information ne fait pas. Par contre, c'est très utile pour les examinateurs déjà de comprendre quelle est la perception et ça leur permet d'avoir des informations qu'ils n'auraient peut-être pas et qui permet aussi donc de formuler des recommandations adéquates. Et donc, nous savons qu'environ 90% des États parties ont impliqué d'autres États parties prenantes dans leurs examens du premier cycle et 97 dans leur examen de deuxième cycle. Enfin, je l'avais déjà dit, la publication des documents finaux, une fois approuvé et définitif, le résumé analytique devient un document officiel des Nations Unies, il est publié dans les 6 langues. Et ça aussi, ça permet une sorte de suivi aussi par la société civile, par tous les acteurs, parce que c'est un document public. Et ça aussi, ça permet donc aux acteurs de la société de demander à leurs États de prendre les mesures pour mettre en œuvre les recommandations. Et comme je le disais, le rapport d'examen reste confidentiel, sauf si l'État partie décide de le publier. Et les dernières statistiques qu'on a, c'est que 55% des États parties ont choisi de publier leur rapport d'examen du premier cycle et 48% du deuxième cycle. Il y a des initiatives d'une société civile qui s'appelle j'ai oublié comment, pardon, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais c'est une initiative qui demande un engagement à la transparence des États dans ce contexte et qui demande donc aussi, il y a 30 États parties qui ont signé cet engagement. Et ce qui fait partie de cet engagement, c'est la publication du rapport examen complet. Donc, pour conclure, je voudrais juste rebondir à l'analyse faite par Madame Pélisée ce matin, quand dans son schéma de 3 étapes, elle disait qu'on passe à une 3e étape plus orientée à analyser l'efficacité des mécanismes internationaux. Donc là, je voulais dire qu'effectivement, dans le secrétariat, nous pouvons voir que les États disposant de plus en plus de cadres législatifs, politiques et institutionnels, la question de l'efficacité de leur mise en œuvre devient de plus en plus pertinente et nous pouvons déjà parfois observer la nature des recommandations qui changent parce qu'en fait, les recommandations deviennent sont de plus en plus axées sur le contrôle de la mise en œuvre de la disposition en question plutôt que sur le simple fait de s'assurer qu'une législation politique, institution ou pratique est en place. Nous voyons déjà plus que le mécanisme progresse sur le temps. Au fur et à mesure, les États ont adopté des mesures et donc la nature des recommandations change en fonction. Et donc là, comme je le disais au début, là, nous sommes dans la première phase du mécanisme, mais cette phase se terminera d'ici quelques années. Et les États ont commencé à discuter de l'avenir du mécanisme et de sa deuxième phase, justement en réfléchissant à la manière de faciliter la mise en œuvre efficace de la Convention. Et des points clés de la discussion sont la portée thématique, la structure d'une prochaine phase et la question du suivi des observations faites dans la première phase. Donc là, les États vont devoir décider s'ils souhaitent créer une sorte de mécanisme qui requerrait les États de faire un suivi des observations et des recommandations
de la première phase. Donc voilà, je pense que je peux m'arrêter là, mais je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci infiniment. Merci, Madame Chabert. Je propose que les questions soient reportées à la fin. Est-ce que ça vous convient? Vous pouvez rester parmi nous? Très bien. Alors, à présent, Monsieur Perrault, Vincent Perrault, donc pour le mécanisme de suivi de l'OCDE. Merci Madame Cutajar. Alors effectivement, pour le mécanisme de suivi de l'OCDE, il y a un certain nombre de points communs avec ce que nous a décrit Mélanie pour l'ONUDC. Le principal point commun, c'est que c'est une évaluation par les pairs qui va fonctionner à partir d'un relatif consensus, on pourrait dire en tout cas consensus -1, puisque l'État évalué n'aura pas de droit de veto. Donc ça, c'est un élément important. Les différences, du coup, avec le mécanisme de l'ONUDC, c'est que l'évaluation de l'application de la Convention, elle est obligatoire pour tout État partie à la Convention. Donc, vous ne pouvez pas échapper au contrôle par vos pairs. C'est un mécanisme obligatoire et c'est un mécanisme qui est également très rigoureux puisque lorsque des recommandations ne sont pas mises en œuvre, il y a un suivi à 6 mois, à 1 an, à 2 ans pour en quelque sorte mettre une forme de pression politique sur l'État évalué afin qu'il mette en œuvre les recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail anticorruption de l'OCDE. Donc, l'application de la Convention par les États parties, elle est contrôlée par un mécanisme très complet et très rigoureux, qui d'ailleurs est prévu par la Convention elle-même. Alors, ce processus d'évaluation par les pairs, il se divise en 5 phases. La première phase, c'est quand vous adhérez à la Convention. Alors, cette phase 1, elle évalue la compatibilité entre le cadre juridique national et les stipulations de la Convention. Donc cette première phase, c'est une phase d'état des lieux où on regarde dans quelle mesure le système juridique anticorruption de l'État partie à la Convention est compatible avec le texte lui-même. La deuxième phase évalue non plus cette fois le cadre juridique, mais la mise en application. Est-ce que les dispositions anticorruption qui sont prévues rendent cette législation efficace et par conséquent, est-ce que le texte conventionnel lui-même est appliqué? La troisième phase, elle va s'intéresser aux recommandations qui n'ont pas été appliquées en phase 1 et 2. Donc, on a évalué si votre cadre juridique était performant, on a évalué si votre mise en œuvre du cadre juridique était performant, et bien la troisième phase, elle va évaluer si les recommandations qui avaient été formulées pour rendre le cadre juridique et la mise en œuvre plus performants, eh bien, ont été appliquées. Et enfin, la quatrième phase, c'est une phase plus personnalisée, plus individualisée en fonction de l'État partie. Donc, c'est une analyse plus fine où le groupe de travail va formuler des recommandations pour lutter de manière plus efficace contre la corruption dans le contexte national de l'État membre. C'est-à-dire qu'on passe des principes généraux de la Convention à leur traduction particulière au regard des caractéristiques socio-économiques de l'État partie à la Convention. Donc, 4 phases d'évaluation. Lors de chacune de ces phases d'évaluation, 2 pays examinateurs principaux sont choisis, qui désignent chacun 2 experts, auxquels vont s'ajouter les membres du secrétariat de l'OCDE. Dans la mesure du possible, l'un des pays examinateurs est doté d'un système juridique similaire à celui du pays évalué et un autre pays présente un système juridique un peu plus éloigné. En général, disons, on va essayer de mêler un pays européen et un pays non européen, ou bien un pays de tradition de droit anglo-saxon, de common law, et un pays de droit plus latin. On va essayer de trouver un équilibre.
Alors, cette évaluation par les pays évaluateurs et le secrétariat de l'OCDE va être constituée par un mouvement de va-et-vient avec le pays évalué. Dans un premier temps, les examinateurs transmettent au pays évalué un questionnaire avec une série de questions auxquelles l'État évalué doit répondre. Dans un deuxième temps, une fois donc que les réponses ont été transmises aux évaluateurs principaux et au secrétariat de l'OCDE, des discussions vont se nouer entre entre les évaluateurs et l'évalué pour déterminer les modalités qui vont pouvoir les points sur lesquels il va falloir mettre l'accent. Une fois que ce travail préalable préparatoire est fait, la mission vient sur place et va rendre visite aux administrations de l'État évalué. Ces visites sur place, elles incluent des réunions avec les autorités gouvernementales, mais aussi avec des représentants du secteur privé et de la société civile. C'est-à-dire que les évaluateurs vont prendre le pouls des ONG, vont prendre le pouls des entreprises, des organisations patronales, pour voir comment la législation anticorruption est perçue et pour voir comment ces différents acteurs ont intégré les principes mêmes de la Convention et comment ils évaluent la performance de leur pays en la matière. À l'issue de la mission sur place, il y a une réunion de synthèse, puis les évaluateurs rédigent un rapport préliminaire qui est transmis au pays évalué. Le pays évalué va formuler des observations sur le rapport préliminaire et une fois que ce travail est fait, le rapport relu par le pays évalué est transmis au groupe de travail et le groupe de travail va l'examiner en séance plénière. Lors de cet examen en séance plénière, tous les points que les États autour de la table veulent discuter vont être discutés. C'est-à-dire que certains États vont pouvoir dire que les évaluateurs n'ont pas été assez sévères sur tel point ou qu'ils ont été trop sévères sur tel autre. Donc, il y a une vraie discussion qui s'engage pour avoir la rédaction la plus adaptée possible et la plus consensuelle possible. Mais, in fine, ce rapport d'évaluation va être adopté en se fondant sur le principe du consensus -1. C'est-à-dire que, bien sûr, le pays évalué peut dire je ne suis pas d'accord avec tel point, mais si tous les autres sont d'accord, il ne pourra pas s'opposer au diagnostic qui est fait. Une fois que le groupe de travail a terminé de délibérer, il adopte formellement le rapport à la fin de la plénière. Ce rapport est publié et fait l'objet d'un communiqué de presse qui est là aussi rédigé en séance plénière pour justement avoir la rédaction la plus fidèle possible au contenu du rapport. Alors ces communiqués de presse du groupe de travail OCDE, ils peuvent être parfois assez rudes. Et en tout cas, ils ne taisent jamais les aspects négatifs ou les aspects à améliorer. D'ailleurs, la phase 3 de la France était assez mal passée puisque en 2012, le rapport de phase 3 de la France par l'OCDE avait été assez mauvais. On était avant la loi Sapin 2 et le JT de France 2, par exemple, avait fait son ouverture en expliquant que l'OCDE avait conclu aux défaillances de la France en matière de lutte anticorruption. Donc, il y a un vrai effet de pression politico-médiatique qui est appliqué sur le pays évalué lorsqu'il ne met pas en œuvre avec suffisamment de zèle la Convention. Alors, quels sont les outils pour justement contraindre l'État évalué à mettre en œuvre la Convention? Alors, le premier moyen de contrainte, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le rapport additionnel. Vous n'avez pas mis en œuvre les recommandations qui vous avaient été faites à la phase précédente. On vous dit, écoutez, vous aurez un suivi à 6 mois, vous aurez un suivi à 1 an, vous aurez un suivi à 2 ans, et donc, à telle échéance, vous reviendrez devant le groupe de travail, expliquer ce que vous avez fait, et si vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait. Si on considère que ce rapport additionnel ne suffit pas, eh bien, on va pouvoir former un sous-groupe de surveillance où quelques États vont
convoquer à échéance régulière l'État évalué pour surveiller la mise en œuvre, pour surveiller ce qui est fait pour mettre en œuvre les recommandations. Si cela ne suffit pas, l'OCDE pourra envoyer un courrier formel au ministre concerné. Vous n'avez pas mis en œuvre telle réforme, nous vous prions, monsieur le ministre, de vous conformer à la Convention de 1997 et aux recommandations de 2009, etc. Si cela ne suffit toujours pas à mettre en œuvre, il est possible d'organiser une mission dans le pays évalué, une mission technique avec des experts juridiques, ou une mission de haut niveau qui comprendra le président du groupe de travail et la chef de la division anticorruption de l'OCDE. Ça, c'est d'un point de vue technique. D'un point de vue maintenant médiatique, l'OCDE donc publie le rapport et donc ne taira pas aux médias les éventuelles défaillances. Et il peut également émettre ce qu'on appelle un due diligence warning, c'est-à-dire un avertissement qui est soit privé, soit public, pour faire part de sa préoccupation concernant les défaillances en matière de lutte anticorruption. Et ça n'est pas une option théorique, puisque, sans pouvoir tout vous dire, il y a un des États sur lesquels nous avons délibéré ce matin qui fera l'objet d'une telle procédure. Donc, il y a un vrai arsenal de mesures pour mettre une pression sur l'État évalué qui n'appliquerait pas la Convention ou les recommandations qui lui ont été formulées. Transparency International, donc, que vous connaissez bien, a d'ailleurs qualifié le système d'évaluation par les pairs de l'OCDE d'étalon or de la lutte anticorruption. C'est-à-dire que le rapport du groupe de travail anticorruption, tel qu'il est publié, va en général être repris par Transparency pour faire son classement des pays vertueux ou non vertueux en matière de corruption. Donc, cet outil qui a été créé par le groupe de travail anticorruption, il a été approprié par la société civile, par les ONG, et il y a donc potentiellement une vraie résonance si un État décidait de se mettre totalement hors champ des recommandations OCDE. Donc c'est un mécanisme de suivi qui est assez performant. Pour autant, et puisque je crois que c'est l'objet de la discussion de cette table ronde, il y a évidemment des différentes mesures, différents défis qui vont se poser pour l'avenir. Alors, j'identifie 4 défis pour l'avenir de ce mécanisme de suivi OCDE. Alors, bien sûr, c'est un point de vue personnel qui n'engage ni mon administration, ni l'OCDE. Le premier défi, c'est un défi en matière d'efficience du mécanisme de suivi et d'efficience du groupe de travail. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme vous l'avez compris, il y a toute une série de mesures qui sont possibles pour mettre la pression sur l'État évalué afin qu'il se conforme aux recommandations, mais tout cela coûte cher. Si vous faites un rapport de suivi tous les 6 mois, il faut mobiliser des fonctionnaires de l'OCDE pour contrôler, pour évaluer le pays. Si vous envoyez une mission technique ou une mission de haut niveau dans le pays évalué, ça coûte aussi de l'argent en termes de mobilisation de ressources humaines, de défraiement, etc. Or, l'OCDE s'élargit. La convention OCDE a été ratifiée par des pays hors OCDE, donc il y a 44 États qui sont partis, donc ça veut dire que si vous faites des rapports de suivi à 6 mois, vous voyez bien qu'au bout d'un moment, il y a une forme d'embouteillage qui se crée. Donc, la question sur laquelle on travaille en ce moment, c'est la rationalisation de ces méthodes de suivi dans le cadre d'un budget contraint et par conséquent une réflexion sur la bonne durée entre les rapports de suivi. Puisque bien sûr on peut être zélé, mais il y a parfois un zèle qui n'est pas efficace. Si vous enjoignez à un État d'entreprendre une réforme législative,
parce qu'il n'a pas suivi les recommandations qui lui avaient été adressées, vous comprenez bien que ça prend du temps, parce que le travail législatif, il se fait rarement en 6 mois. Il faut qu'il y ait un projet de texte qui soit déposé, que les deux chambres dans un parlement bicaméral fassent un aller-retour sur le texte, que une majorité vote le texte, donc qu'il y ait eu un travail politique en amont pour expliquer l'intérêt du texte, etc. Donc tout cela prend du temps. Et l'idée, ce serait peut-être de laisser un délai de 2 ans après chaque phase. Donc quand vous avez eu votre rapport de phase 4, on laisse un délai de 2 ans pour mettre en œuvre les recommandations et ensuite on assure le suivi. Vous voyez, pour qu'il y ait quand même une convergence entre le temps politique et le temps administratif du groupe de travail. Le deuxième défi, c'est la mise en œuvre effective du cadre législatif. Comme vous l'avez compris, le mécanisme de suivi, il est assez performant pour amener l'État membre à réformer son cadre législatif, à le renforcer, à l'améliorer. Mais évidemment, derrière, il faut que la justice et que la police se saisissent de ces outils, puisque la difficulté qu'on constate, c'est qu'un certain nombre de pays ont fait à peu près toutes les réformes que l'OCDE attendait, mais pour autant ne détectent pas de cas de corruption d'agents publics étrangers par ces entreprises. Ça peut être un problème de culture, parce qu'on n'a pas envie de sanctionner une entreprise qui a un certain poids au niveau national. Ça peut être aussi un problème de moyens, un problème de ressources humaines. Il faut trouver des procureurs qui soient spécialisés là-dedans. Il faut trouver des commissaires de police qui soient spécialisés dans la corruption transnationale. Donc, on a parfois une difficulté à trouver les leviers pour que les systèmes judiciaires et policiers des États parties arrivent à identifier des cas de corruption d'agents publics étrangers. Donc ça, c'est l'objet d'un suivi assez rigoureux où à chaque groupe de travail, l'ensemble des États doivent présenter leurs statistiques en matière de poursuite sur des cas de corruption d'agents publics étrangers. Mais pour autant, comme je vous le dis, certains États ont 0 ou 1 cas à présenter, donc il y a une vraie difficulté pour réussir à rendre effectif cet arsenal anticorruption. Le troisième défi, c'est le caractère incitatif des communications, des rapports du groupe de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, le groupe de travail peut alerter la société civile et les médias sur les réformes que l'État doit mettre en œuvre. Pour autant, on a un problème en matière d'incitation. C'est-à-dire que parfois, l'OCDE est un peu sévère avec des pays qui sont finalement globalement vertueux, et parfois un peu laxiste, ou en tout cas un peu moins sévère avec des pays qui sont un peu moins vertueux. Pourquoi? Parce que les bons élèves, on veut qu'ils aillent toujours plus loin, et puis les mauvais élèves, on veut les maintenir dans le groupe. Donc, on ne trouve pas toujours comment bien équilibrer le ton des rapports et des communiqués de presse, qui peuvent parfois du coup être mal compris par la presse, justement. Et il y a des réflexions sur la lisibilité des rapports. Par exemple, aujourd'hui, vous franchissez les phases à l'ancienneté. Quand vous entrez dans le groupe, vous êtes phase 1. Quand vous avez fini la phase 1, vous passez à la phase 2, etc. Mais il n'y a pas de mécanisme de redoublement. Vous voyez, on pourrait imaginer que quand des recommandations prioritaires de la phase 3 ne sont vraiment pas mises en œuvre, vous ne passez pas phase 4. Ou bien, quand vous êtes phase 4 et que votre gouvernement change et détricote le cadre législatif qui avait été appliqué en phase 3, on pourrait imaginer que vous soyez rétrogradé. Ou bien qu'il y ait un code couleur, phase 1, vous êtes encore dans le rouge, phase 4, vous êtes dans le vert, et puis entre les deux, vous êtes jaune ou orange. Enfin, vous voyez, on pourrait imaginer des systèmes, si ce n'est de classement, mais après tout, l'OCDE fait bien des classements en matière d'éducation, par exemple, à travers le classement PISA. Mais voilà, un système qui permettrait plus de lisibilité pour distinguer les bons élèves et les mauvais élèves, et du coup rendre plus incitatif peut-être
ce suivi. Enfin, il y a un quatrième défi qui est là plus important, c'est la question de l'élargissement. Je vous ai expliqué que la genèse un petit peu de la convention OCDE, c'était de créer un terrain de jeu équitable à l'échelle mondiale. Or, je ne vous apprends rien, l'économie mondiale voit aujourd'hui un certain nombre de pays émergents hors OCDE occuper une place très importante en matière de commerce. On peut penser par exemple aux investissements chinois en Afrique. Et ces États ne sont pas partie de la convention OCDE. Donc il y a un vrai défi à convaincre les pays émergents à rejoindre la convention OCDE. L'Indonésie a formulé son souhait d'intégrer à la fois la convention anticorruption de l'OCDE et l'OCDE d'ici 5 ans. Donc ça, c'est une première chose, mais ça n'est pas le cas de la Chine et de l'Inde, par exemple. Donc il y a un vrai défi pour ça, et c'est la raison pour laquelle en sas, en quelque sorte, entre l'État actuel et, et la convention OCDE, on a créé un groupe de travail anticorruption au niveau du G20 pour tirer les pays qui ne font pas encore partie de la convention mais qui sont membres du G20 vers les standards OCDE. Alors ce groupe de travail anticorruption du G20, il est encore un petit peu il est moins abouti que les groupes qu'on a décrits à l'ONUDC et à l'OCDE. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus pour le structurer, pour le rendre efficace, pour peut-être créer un mécanisme de suivi également au sein du groupe du G20. Mais ça suppose évidemment un gros effort diplomatique et ça suppose évidemment de se situer sur le temps long. Donc c'est la raison pour laquelle la France a souhaité en 2024, je peux vous l'annoncer puisque c'est désormais officiel, prendre la coprésidence de ce groupe de travail avec le Brésil pour essayer justement de pousser le groupe de travail G20 et pour essayer justement de mieux faire le pont entre le mécanisme anticorruption de l'OCDE et les pays membres du G20. Puisque donc aujourd'hui, il y a quatre États membres du G20 qui ne font pas partie de la convention OCDE, l'Inde, la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie. L'Indonésie donc va faire a priori les premiers pas pour aller vers l'OCDE. L'Arabie Saoudite est participant au groupe de travail, mais n'a pas encore effectué un travail suffisamment abouti pour y aller. Et puis il reste évidemment le défi de convaincre l'Inde et la Chine pour créer ce level playing field que j'évoquais tout à l'heure. Merci infiniment pour cet exposé. Vraiment très clair et passionnant et qui nous, en plus, merci, nous donne à voir les points communs avec le mécanisme de l'ONUDC et ça nous permettra de dégager les pistes, les redondances, les trous dans la raquette, si on peut les appeler comme ça, à l'échelle internationale. Je donne tout de suite la parole à Stéphane Leyenberger pour le Conseil de l'Europe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, lorsqu'on parle de l'effectivité de l'action du Conseil de l'Europe pour lutter contre la corruption, on est confronté à une question qui nous est souvent posée. Est-ce que cela sert vraiment à quelque chose? Que se passe-t-il si les États parties ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris? Est-ce que vous avez vraiment un moyen de pouvoir faire en sorte que ces engagements internationaux soient respectés? Je voudrais d'abord mentionner une chose qui me tient à cœur et qui sera pas le cœur de mon propos, mais c'est que on est d'abord en droit international avec des conventions signées, ratifiées par les États. Et je crois qu'il est important de rappeler, parce qu'on le fait pas assez souvent, que dans les États monistes, en tout cas, le droit international, une fois les conventions, une fois qu'elles sont ratifiées, font partie du droit interne et doivent être appliquées en droit interne et par les parties et par le juge aussi au final. Je crois que dans une organisation comme la nôtre, au Conseil de l'Europe, on ne le rappelle pas suffisamment. Je crois qu'il y a une responsabilité de l'organisation elle-même à faire mieux connaître ces conventions pour qu'elles soient appliquées directement dans les pays
et également aux représentants des États membres qui prennent part à ces travaux pour que ces normes soient mieux connues, soient mieux directement appliquées dans les pays, soient connues par les avocats qui doivent pouvoir les soulever aussi devant le juge et soient connues par les magistrats eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important. C'est peut-être pas ce qui était attendu ici, mais je crois qu'il faut le souligner, le rappeler, que lorsqu'on a des conventions ratifiées, elles font partie du droit interne et sont applicables, y compris par le juge national, qui doit être le premier juge de l'application de ces textes. Il y a ensuite des mécanismes propres au Conseil de l'Europe. Et si, comme les autres organisations internationales, le Conseil de l'Europe ne dispose pas de moyens de se substituer à la souveraineté nationale pour imposer aux États des mesures à prendre pour garantir le plein respect des engagements contractés, le Conseil n'est pas non plus limité à une forme de fatalité qui résiderait dans le seul bon vouloir des pouvoirs exécutifs, législatifs et ou judiciaires internes aux États. Je dirais d'abord, et cela a été mentionné tout à l'heure aussi, qu'il y a possibilité d'exercer des pressions politiques à travers les instances du Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans le cadre de ces différents rapports, qu'ils s'inscrivent dans le cadre de procédures définies de suivi ou relatifs à des situations ad hoc, cette Assemblée parlementaire s'appuie sur le cadre normatif du Conseil de l'Europe en matière de corruption, s'appuie sur les rapports du GRECO dans son appréciation politique des situations et peut, partant, faire pression sur les États. De même, une autre institution du Conseil de l'Europe, qu'est le commissaire aux droits de l'homme, instance indépendante élue par l'Assemblée parlementaire, peut s'appuyer sur ses travaux, sur ses normes en matière de lutte contre la corruption pour rapporter quant au respect de ces normes dans les États membres. Le comité des ministres lui-même, instance de gouvernance du Conseil de l'Europe, dans l'exercice de son monitoring des États membres, tient évidemment compte de ce cadre pour ces exercices de nature politique. Donc, premier élément de pression, une pression politique. La deuxième, c'est la décision du juge européen. Je parlais du juge national avant, mais le juge européen lui-même, puisqu'il faut noter que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son évolution jurisprudentielle, dépasse souvent le cadre strict des articles de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle elle est directement rattachée, pour s'appuyer et pour appuyer ses raisonnements et ses décisions sur les travaux des instances de monitoring du Conseil de l'Europe et notamment du GRECO. Aujourd'hui, ce sont près d'une vingtaine de jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui se réfèrent explicitement à des rapports du GRECO, et le service de l'exécution des arrêts de la Cour, lui aussi, s'appuie sur ces travaux dans le cadre de son suivi. Ainsi, le cadre du Conseil de l'Europe contre la corruption, considéré par le juge européen comme élément constitutif du respect des droits humains, peut être susceptible d'un contrôle judiciaire sur la base duquel les sanctions judiciaires peuvent être prononcées à l'encontre d'un État membre. Il y a enfin le mécanisme lui-même d'évaluation par les pairs du GRECO. Et je crois qu'il faut noter une évolution intéressante du Conseil de l'Europe depuis ces 25 dernières années, puisque depuis 25 ans à peu près, le dispositif conventionnel du Conseil de l'Europe est régulièrement enrichi par des mécanismes de monitoring directement prévus par les conventions elles-mêmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Ainsi, bien sûr, en est-il du GRECO que nous avons présenté rapidement ce matin. Alors certes, le GRECO n'a pas de compétences non plus pour imposer aux États parties la mise en œuvre des recommandations qui sont contenues dans ces rapports d'évaluation, mais il exerce un suivi continu de cette mise en œuvre, revenant régulièrement, je vous l'ai dit ce matin, tous les 12 ou tous les 18 mois, sur les recommandations faites dans le cadre de l'exercice d'évaluation, et sur ces recommandations, lorsqu'elles sont jugées par le GRECO réuni en séance plénière, soit partiellement, soit non mises en œuvre dans le cadre de cette procédure, eh bien, elles sont régulièrement remises sur la table pour rappeler à l'État que ces recommandations n'ont pas été suivies des faits. Ces rapports, qui sont issus d'un mécanisme respecté, tirent leur crédibilité, d'après moi, de plusieurs facteurs. Le premier est que les évaluations du GRECO sont effectuées par rapport à
à des normes spécifiques de l'organisation. Donc, on évalue nos propres normes. Je pense que c'est dans un dispositif interne, ça rajoute de la crédibilité. Une deuxième valeur ajoutée réside dans le fait que tous les pays sont traités et évalués de la même manière. Alors, comme le disait mon collègue de l'OCDE aussi, il peut y avoir un certain nombre de biais liés à l'état d'avancement démocratique d'un pays. C'est vrai que ces biais-là peuvent exister, mais malgré tout, je pense que c'est un gage de crédibilité et d'acceptation du mécanisme que l'ensemble des États soient évalués de la même manière. Et enfin, troisième élément de crédibilité du mécanisme, le Gréco ne se pose pas en censeur, pas seulement en tout cas, mais propose des solutions aux décideurs des États parties. Il effectue donc des évaluations, tire des conclusions, formule des recommandations sur les actions spécifiques nécessaires à provoquer des changements. L'objectif du Gréco est donc d'identifier ces carences, de susciter des réformes et de promouvoir et de partager des bonnes pratiques. Le Gréco n'essaie pas en tant que tel d'imposer une solution, une panacée universelle toute faite aux systèmes nationaux. Il essaye de comprendre, de tenir compte des spécificités propres à chaque État pour assurer que les choix opérés au niveau national permettent de rester dans les limites posées par les principes fondamentaux européens qui sont, eux, propres à défendre et promouvoir l'état de droit, ainsi que l'impartialité et l'équité dans l'administration publique. Certes, une volonté nationale est nécessaire pour apporter des changements. Certaines des mesures qui sont recommandées par le Gréco nécessitent des changements structurels, institutionnels importants, voire constitutionnels, et ne peuvent pas être attendus du jour au lendemain. Mais on s'attend à une courbe continue de progrès soutenu, ainsi qu'à un engagement significatif de la part des autorités. C'est cela qui est jugé d'exercice de suivi en exercice de suivi. L'expérience du Gréco montre que certains domaines sont particulièrement problématiques et nécessitent davantage d'efforts et d'engagement dans les États membres si l'on veut réduire la corruption. Et ces éléments-là se retrouvent de manière assez consensuelle, en tout cas se retrouvent consensuellement plutôt pour pratiquement chacun des États. On peut penser à la transparence à tous les niveaux. Il s'agit de rendre l'information disponible, qu'il s'agisse du processus législatif, des contacts avec des lobbyistes et des tiers, des contributions à des campagnes politiques, qu'il s'agisse des questions relatives aux cadeaux, qu'il s'agisse des questions relatives à la responsabilisation. Quand les éléments sont connus, il est possible de poser des questions à leur sujet et ainsi de réduire les risques d'impunité. Deuxième élément que l'on constate régulièrement, c'est que la lutte contre la corruption est inutile si les autorités qui sont chargées des enquêtes, des poursuites et des jugements ne sont pas elles-mêmes véritablement indépendantes ou dotées, et je dirais plutôt dotées de ressources adéquates. Des tribunaux affaiblis avec des juges compromis, passifs, posent problème. La réforme donc des systèmes judiciaires est importante, mais la réforme des poursuites l'est également, car beaucoup dépend d'enquêtes efficaces. Troisième élément que l'on retrouve beaucoup dans les contrôles, c'est qu'une approche inclusive est nécessaire. Toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans la promotion de la politique anticorruption pour lui apporter une plus grande légitimité et assurer une plus grande appropriation à toutes les réformes. Avoir quelque part dans un coin de son administration une autorité anticorruption qui travaille en vase clos ne sert pas à grand-chose. La mise en œuvre est aussi quelque chose d'essentiel, bien sûr. Certains pays ont commencé, voire achevé des réformes juridiques importantes, mais sont encore trop lents à mettre en œuvre ces réformes. Il est parfois même constaté des revirements par rapport à des réformes qui avaient été adoptées précédemment. Là aussi, il convient d'être vigilant pour éviter ces retours en arrière. Et je dirais enfin que l'éducation, la formation, la sensibilisation ne doivent surtout pas être négligées. Personne dans les administrations, mais aussi dans les grands publics, dans les contre-pouvoirs, au niveau des médias, personne ne doit pouvoir dire « on ne savait pas que ça existait ». C'est également un facteur clé de succès à mon avis.
Soulignons enfin en termes d'effectivité, et c'est un point crucial, que la publicité des rapports d'évaluation et de suivi qui a été instaurée par la pratique et qui est à ce jour suivie par tous les États est en soi un gage d'effectivité. Cette publicité donnée au rapport n'est pas prévue par les textes elles-mêmes, mais aujourd'hui, plus aucun État ne songerait à remettre en cause le fait de publier les rapports à la fois d'évaluation et de suivi. Certains se précipitent même pour qu'ils soient publiés le plus rapidement possible. Ça peut être aussi gage de bons points et d'avancées. Et puis on voit que parfois, quand les élections arrivent, on presse ou on ralentit la publication des rapports en fonction de leur contenu. Ça fait partie aussi du jeu international. Mais ces rapports, en tout cas, sont publics, ce qui est un gage d'effectivité en soi, les rapports étant attendus et relayés d'une part notamment par les médias, les ONG, les oppositions politiques, et d'autre part par d'autres organisations internationales ou européennes. Et on peut mentionner notamment que les rapports du Gréco font notamment et souvent l'objet d'échanges réguliers entre le secrétariat du Conseil de l'Europe et les instances de l'Union européenne, en particulier la Commission européenne, parfois aussi le Parlement. Ils font partie des indicateurs clés qui sont utilisés au sein de l'Union européenne pour évaluer la situation de l'état de droit dans les États membres ainsi que dans les États candidats. Ainsi, et je terminerai là par quelques exemples, on peut constater que suite aux travaux du Gréco et parfois sous la pression exercée à partir des rapports du Gréco, des changements effectifs sont notables dans les États. Des législations sont amendées. L'obligation de déclaration de patrimoine des élus ou de hauts fonctionnaires a été pour beaucoup de pays le résultat de travaux du Gréco et de rapports du Gréco. De nouvelles lois encadrant le lobbying ou encadrant le régime des cadeaux que peuvent ou ne peuvent pas recevoir les élus ou les hauts fonctionnaires peuvent découler de rapports du Gréco. Les lois, on le mentionnait tout à l'heure, protégeant les lanceurs d'alerte dans de nombreux pays sont initiées après que le Gréco ait instillé un certain nombre de suggestions dans ce sens. Si on prend des exemples très concrets en matière de législation, j'en prends un parmi d'autres, le régime disciplinaire des procureurs a été récemment renforcé en Espagne suite au rapport du Gréco. Des codes d'éthique pour les institutions publiques et les mécanismes de contrôle ont été créés à la suite de certains rapports du Gréco. Je mentionnerai par exemple le code d'éthique pour les ministres et les conseils des ministres au Luxembourg en 2019, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Des agences de lutte contre la corruption ont été créées aussi sous cette pression-là. Je pense par exemple à l'Autorité nationale pour la transparence créée en Grèce en 2019. Des pratiques évoluent. C'est peut-être encore, tout aussi important, peut-être plus, que les législations, l'évolution législative. En France, par exemple, le registre qui établit la liste des domaines dans lesquels les ministres sont écartés du processus décisionnel en raison d'un risque de conflit d'intérêts a été mis en place en 2018 sur un site web maintenant public. Ça fait suite aussi à des travaux du Gréco. J'aurais pu prendre d'autres exemples. À Monaco, par exemple, en 2020, pour la première fois depuis 10 ans, un concours a été ouvert pour des ressortissants monégasques pour l'accès à la magistrature, dans un souci d'ouvrir et de garantir la transparence des nominations des magistrats. Je retiendrai un dernier exemple. En Norvège, une équipe chargée de l'éthique et de la conformité a été créée au sein du service de la police nationale et se réunit désormais tous les mois pour collecter, analyser des informations pour fournir aux unités de police locales des conseils et une assistance en matière d'éthique. Là aussi, ceci résulte directement de travaux du Gréco, tout en mentionnant encore qu'il peut être parfois, et il a été, mis fin à des situations spécifiques contraires à des pratiques d'intégrité, parce que le Gréco allait arriver ou était arrivé. On a vu que des poursuites ont été engagées contre des élus, contre des fonctionnaires, que certains élus ou fonctionnaires ont été révoqués, et parfois le mécanisme du Gréco proprement dit
en est directement ou indirectement la cause. Il y a aussi ce type d'éléments d'effectivité qu'il convient de retenir. Je dirais enfin que le seul fait qu'un grand pays non membre du Conseil de l'Europe, tel que les États-Unis, ait souhaité adhérer pleinement au mécanisme du Gréco, porte en lui-même un éclairage intéressant quant à l'effectivité d'un tel mécanisme, parce que cela veut dire pour les États-Unis accepter d'être évalués par des pairs issus de pays européens, et on peut penser que ceci ne peut être acceptable que dans la mesure où il est possible d'en tirer des contreparties bénéfiques, y compris pour sécuriser, renforcer bien sûr la crédibilité des échanges de nature économique. Je conclurai en disant qu'une politique volontariste des organisations internationales et du Conseil de l'Europe en particulier en ce qui me concerne pour prévenir et lutter contre la corruption au sein des États est nécessaire et utile pour renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions et à partir de là, soutenir le développement démocratique des États dans le respect des droits humains et des principes de l'État de droit. Je vous remercie. Merci infiniment, cher Stéphane Lienberger, pour votre exposé également extrêmement clair et puis qui nous donne à voir l'effectivité, pour le coup, du travail du Gréco en anticipant sur la prochaine table ronde. On pourra mettre le focus particulièrement sur quelques pays. Merci beaucoup. Cher Vincent Filol, c'est à vous pour le groupe, enfin pour le rapport de la le rapport sur l'état de droit de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, quelques éléments. Alors, cette fois-ci, je vais peut-être penser à défiler des slides, parce que tout à l'heure, je vous ai mis la première page, mais vous êtes tous restés très sages, vous m'avez pas dit que j'avais totalement oublié. Donc, je vais essayer d'y penser. N'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. J'ai l'impression que ça marche. Ça marche ici, mais ça marche pas là-bas. Où c'est que ça marche? D'accord. Alors, comme tout à l'heure, sinon on s'en passe. Sinon, j'improvise. Comme tout à l'heure, j'aurais envie de vous poser une question, si vous êtes toujours aussi comme tout à l'heure, en ce début d'après-midi. À quoi ça sert de rajouter un mécanisme quand on a déjà autant de mécanismes? Pourquoi est-ce que l'Union européenne s'intéresse à tout ça alors que la majorité des pays, voire la quasi-totalité, enfin, voire la totalité des pays de l'Union européenne sont partis à ces conventions qu'on vient de rappeler, Conseil de l'Europe, ONU-DC, Convention de Mérida et Conseil de l'Europe, Mérida, OCDE. Donc, il y a déjà, pour beaucoup de ces pays européens, de l'Union européenne, donc 3 mécanismes de suivi et d'évaluation. Et l'Union européenne a voulu en rajouter un 4e. Alors là, je commence là-dessus. Ça montre bien quelle est la spécificité et l'importance d'essayer de comprendre la spécificité de l'Union européenne. Alors, effectivement, donc sur la présentation, c'est la table ronde 3, donc ça va être la page 6 ou 7. Voilà, parce qu'en fait, ça fait suite aux précédentes que vous n'aviez pas vues. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Alors, en fait, tout ne commence pas en 2020, mais ça commence avant, et on en parlait avec Chantal Cutajar en préparant cette table ronde. En effet, il faut remonter à 2011. Alors, c'est quand même assez récent, mais pour l'historique du rapport État de droit, vous allez en 2011, il y a une communication, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 12 ans, une communication de la Commission sur la lutte contre la corruption dans l'Union européenne. Et en fait, dans cette communication, si vous voulez, l'Union européenne, enfin la Commission, admet que les législations justement des États membres de l'Union sont assez inégales en matière d'anticorruption et quelque part admet qu'il n'y a peut-être pas eu assez de stratégie anticorruption et met en place une stratégie en annonçant dès 2011 la mise en place d'un rapport dédié par État dans les années qui suivent et qui serait, je dis bien qui serait, vous me voyez venir, publié tous les 2 ans, donc à partir de 2013. Et puis, chose intéressante aussi, il est annoncé la participation renforcée, sans que les modalités soient totalement définies, de l'Union européenne au Gréco, justement, tout en ayant une appréciation assez critique
Et là, je dis avec beaucoup d'amitié pour mes amis du Gréco que j'apprécie et dont le travail est remarquable. Hein. Je crois que les travaux du Gréco sont indéniablement un très bon modèle. Mais l'Union européenne se permet, d'ailleurs, c'est intéressant, je vous l'ai mis, mais on pourra reprendre les paragraphes entièrement, de critiquer, entre guillemets, le Gréco, l'OCDE et l'UNCAC en disant bah, ces mécanismes ont des avantages, des inconvénients. Enfin, ça pourrait faire l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Moi, Union européenne, en tout cas, je propose quelque chose qui, a priori, on peut deviner serait encore mieux. En tout cas, je propose quelque chose d'autre, de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau arrive en 2014, en quelques mots. Et finalement, c'est nouveau sans être totalement nouveau. En fait, la Commission européenne, donc premier rapport anticorruption en 2014, qui est finalement le premier rapport état de droit quelque part. Ce rapport vous donne des tendances anticorruption au sein de l'Union. Ça, c'est peut-être intéressant par rapport aux autres mécanismes, parce que vous avez d'abord ce document un peu transversal, un peu une étude sur la corruption, état des lieux, des études par État membre, et puis des références surtout aux autres mécanismes. Donc, en fait, l'Union européenne, assez vite, finalement, a utilisé notamment les travaux du Gréco à l'appui de ces recommandations. Et puis, on arrive surtout en 2019. Et en 2019, Commission von der Leyen qui dit l'état de droit, c'est un élément fondamental. Ça avait déjà été dit avant, mais moi, je veux, nouvelle commission, que l'état de droit, il soit garanti. Alors, comment est-ce qu'il est garanti, l'état de droit? Il y a tout un processus, et je vous renvoie à des documents qu'on pourra vous adresser sur la chose. Il y a tout un processus de respect de l'état de droit, et je pense que vous avez tous en tête des débats assez politiques qui ont eu lieu là-dessus, mais notamment, le rapport annuel sur l'état de droit est un des piliers de ce nouveau dispositif. Et là, vous voyez tout de suite rapport annuel. Parce que là, jusque-là, il y avait eu un rapport en 2014 depuis 2011, plus rien, enfin, sauf erreur, peut-être que vous m'en retrouverez un, mais je n'ai pas trouvé. En tout cas, 2019, on nous annonce un rapport annuel sur l'état de droit pour tous les pays membres. Donc déjà, vous voyez aussi des différences se dessiner avec les rapports précédents. Un rapport par an pour tous les pays. C'est quand même un travail assez considérable et qui va faire le point d'année en année sur les systèmes anticorruption. Et autre spécificité, c'est que ce rapport sur l'état de droit comporte parmi d'autres des éléments sur la corruption. Mais il y a d'autres piliers que sont la justice, le pluralisme des médias et d'autres aspects institutionnels. Mais la corruption est le quatrième ou le premier ou le deuxième ou le troisième, en tout cas un des 4 piliers de cet état de droit. Donc c'est quand même intéressant aussi sur le plan symbolique pour la Commission, pour l'Union européenne. L'anticorruption est un des 4 piliers majeurs de notre état de droit et vous savez toutes les implications. Alors, ce premier rapport sur l'état de droit, il a été publié donc le 30 septembre 2020, donc c'est il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 3 ans, et donc évalue la situation de l'état de droit de tous les États membres, comme je l'indiquais. Donc vous avez 27 chapitres par pays, sur la base d'une méthode qui a été élaborée en lien avec les États membres. Donc là aussi, c'est intéressant parce que spécificité peut-être par rapport aux autres mécanismes d'évaluation. Là, on a vraiment une concertation propre à l'Union européenne sur comment est-ce qu'on va évaluer les pays en anticorruption et bien sûr tout un ensemble de réunions et de contributions reçues des États membres il y a 3 ans. Et surtout, ce processus se veut très pragmatique. C'est ce qui nous rassure déjà un petit peu, c'est qu'en fait, le processus n'a pas vocation, ne prétend pas créer quelque chose de totalement nouveau, justement, mais d'utiliser beaucoup l'existant. Tant mieux. Notamment les travaux du Gréco qui sont fondamentaux. D'ailleurs, l'Union européenne le dit, tous les États membres de l'Union européenne sont partis au Gréco et sont évalués depuis 99. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même une visibilité depuis 20 ans sur les rapports du Gréco. Ce serait dommage de se priver de ces travaux existants. Mais aussi, l'OCDE est cité, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Commission de Venise. La Commission de Venise, on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé depuis ce matin, mais commission, vous savez, essentielle sur notamment les systèmes judiciaires et aussi, bien sûr, l'état de droit, puisque cette commission ausculte, examine avec attention les systèmes, notamment judiciaires. Et comme ce qu'on a dit depuis ce matin ou cet après-midi pour le CDE, le Gréco, l'UNUDC, il y a toute une méthode qui est définie, à laquelle vous pouvez vous référer, qui est publique, mais notamment c'est comment est-ce que la Commission prépare un rapport. Donc, elle prépare un rapport sur la base tout d'abord des contributions des États membres. C'est-à-dire que chaque année, vous imaginez le travail, tous les États membres doivent produire un rapport. Moi, j'ai participé pour la France plusieurs années. Là, c'est du concret. Je vous promets, c'est quand même assez important. Donc, il y a un questionnaire qui est envoyé et on va devoir
donné pas mal d'éléments, notamment chiffrés. La Commission est très attentive sur les moyens, sur les chiffres, sur les effectifs en ressources humaines. C'est pas juste des grands principes, elle veut aussi des choses très concrètes, confère ce qu'on disait à l'instant. Bien sûr aussi, les parties prenantes, sociétés civiles sont consultées, ONG et autres. Et puis, bien sûr, l'Union européenne tire toute la substantifique moelle, toute la plus-value des autres outils comme les rapports des cours des comptes, comme les enquêtes baromètres. On parlait tout à l'heure, vous savez, de l'Eurobaromètre qui nous disait que 70% des citoyens trouvaient que la corruption était encore très répandue. Il y a beaucoup de spécificités qui sont faites. Et puis, vous avez tous ces rapports du Conseil de l'Europe, bien sûr, le Gréco, on l'a dit, Moneval. Moneval, vous savez, avec un mécanisme aussi de suivi et d'évaluation sur le blanchiment, mais le blanchiment ayant des liens permanents avec la corruption, il y a aussi des choses à en tirer. Et donc, vous voyez bien qu'à la différence des autres mécanismes, c'est pas une convention qui est la source de référence, c'est pas une convention plus 2-3 recommandations, mais c'est un ensemble de normes, d'organismes, de suivi propres à l'Union européenne ou au-delà de l'Union européenne, qui vont faire partie de ce terreau dans lequel l'Union va puiser pour faire son rapport. Et donc, vous avez 4 rapports qui ont été publiés, souvent l'été, puisque septembre 2020, juillet 2021, juillet 2022, juillet 2023. Là, c'est déjà une petite critique de ma part, en tout cas personnelle, c'est qu'un rapport qui sort au mois de juillet, pas forcément une visibilité la plus grande, mais bon, ça, on en reparlera tout à l'heure, mais les rapports de l'Union européenne d'État de droit n'ont pas, à mon sens, eu toute la publicité du rapport OCDE ou du Gréco ou d'autres, en tout cas une médiatisation qui peut être un peu plus limitée. Alors, s'agissant de la France, par exemple, si on prend le dernier rapport, c'est quand même un rapport assez succinct, 32 pages, le rapport 2023, 32 pages sur l'état de droit. Donc, l'anticorruption, c'est 8 pages. Donc, intérêt et aussi peut-être limite, parce que 8 pages sur l'anticorruption, ça reste extrêmement rapide. Mais vous avez donc 8 pages sur la France. Et en fait, l'Union européenne, finalement, va rebondir sur ses précédentes recommandations et va regarder d'année en année si ces recommandations sont suivies des faits. Sachant que les recommandations sont beaucoup moins précises que les recommandations du Gréco, que celles de l'OCDE, qui sont vraiment, quand vous regardez dans les détails, les rapports OCDE-Gréco notamment, vous avez des paragraphes, des tirets très très précis sur chaque chose, et on peut à chaque fois dire, bon, là on est bon, là on n'est pas bon. Là, l'Union européenne, c'est des recommandations quand même plus larges. Donc, intérêt aussi, peut-être, il y a moins de duplication. En même temps, peut-être une appréciation un peu plus subjective du suivi de ces recommandations, puisque c'est un petit peu moins dans la dentelle. Et puis, vous avez donc, comment peut-on dire ça, quelques particularités. Alors, si on doit encore une fois faire ce droit comparé des mécanismes, je trouve que c'est un des intérêts principaux de cette journée ensemble, de voir un peu quelles sont les différences. En tout cas, les particularités, pour résumer, c'est que c'est une évaluation donc, qui n'est pas par les pairs, ça c'est quand même important, mais par la Commission européenne. Ce n'est pas les États de l'Union européenne qui vont évaluer la France chaque année et la France qui va évaluer ses pairs de l'Union européenne, mais c'est la Commission qui prend sa responsabilité de gardienne de l'état de droit et qui donne un avis public sur les évolutions des États. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a 4 piliers. Alors, l'anticorruption est un des 4 piliers, mais bien sûr, il faut regarder avec intérêt les systèmes de justice, comme le disait notre collègue du Gréco tout à l'heure, puisque, bien sûr, il y a des liens. Quand on parle de l'indépendance de la justice, ce n'est pas sans lien avec aussi la lutte contre la corruption, et c'est même totalement en lien. Il y a aussi donc l'inspiration directe des autres mécanismes. Le Gréco est cité, je crois, le plus. Donc, on peut faire un très bon point au Gréco. Le Gréco est l'organisme le plus cité, mais aussi, bien sûr, l'OCDE et l'ONUDC et la Commission de Venise. Et puis, donc, on le disait, tous les États sont évalués chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aléas, de phases évolutives, etc. Chaque année, on a 27 chapitres pays. Donc, la France, vous avez du coup déjà 4 rapports, si vous voulez regarder, ne serait-ce que pour la France ou pour un pays qui vous intéresse. Et ça aussi, ça peut vous donner à chacun et à tout citoyen et à tout professionnel du droit une photographie de chaque année pour tous les pays de l'Union. Et puis, les appréciations critiques qui peuvent être faites, alors en avantage, c'est cette publication systématique qui est faite. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas les États n'ont pas le choix. Tous les États, les 27, auront chaque année, en tout cas jusqu'à changement de processus, mais un rapport les concernant. Et puis, ça permet de faire un point d'étape chaque année, ce qui est quand même intéressant, c'est cette régularité, cette exhaustivité. Et puis, ce n'est pas un simple suivi des recommandations, mais un regard plus global aussi sur la lutte anticorruption dans chaque État. Donc, on a aussi une vision qui prend un petit peu de hauteur et qui ne cherche pas, encore une fois, à dupliquer. Les critiques, parce qu'il faut bien les critiques.
la question de la lisibilité, la cohérence avec les autres mécanismes de suivi, à mon sens, c'est mon appréciation, mais aussi pour ouvrir un peu le débat, n'est pas forcément évidente. Comment s'y retrouver justement avec un 4e mécanisme de suivi qui se rajoute à OCDE, Greco, ONUDC, qui sont déjà assez différents, on vient de le voir à l'instant, assez complets et qui se rejoignent, qui se recoupent. Là, on rajoute un 4e rapport qui, encore une fois, cite ces rapports, mais justement, ça devient un petit peu complexe. Et même pour une délégation comme la mienne pour la France cette année, si vous voulez, on nous demandait presque de donner déjà des réponses qu'on devait donner au Gréco quelques mois après, mais la commission nous disait, mais moi je vous demande, le Gréco a dit ça, où en êtes-vous de cette recommandation? Donc en fait, reprenez à son actif une recommandation du Gréco qui était encore en cours de consolidation sur la réponse qu'on allait, côté délégation française, apporter au Gréco. Donc ça peut générer des questions de ce type, de chevauchement, de calendrier d'évaluation. Et puis, il y a des enjeux, donc, à l'inverse, de synergie avec les autres mécanismes. Et heureusement, l'Union européenne, avec ce pragmatisme, est dans cette synergie. Et ça a été dit tout à l'heure, il y a de plus en plus, vous le savez, au niveau de l'ONUDC, de l'OCDE, du Gréco, l'idée d'avoir des évaluations parfois communes, l'idée d'avoir des échanges particulièrement nourris entre secrétariats et des bonnes pratiques qui s'échangent. Et d'ailleurs, notre collègue pour l'ONUDC le disait, il y a une réflexion aussi pour améliorer peut-être le mécanisme de Mérida, de l'ONUDC, et le Gréco, bien sûr, est consulté. Et le Gréco peut aussi s'inspirer pour améliorer son propre mécanisme. Mais on voit bien que ça crée quand même tout un jeu assez complexe. Et puis, sur l'efficacité, je pense qu'une des limites du rapport commission état de droit, c'est que tout d'abord, le name and shame qui est si important, vous irez regarder sur Google Actualité, rapport ONUDC, rapport état de droit France. Je suis pas certain que vous trouviez beaucoup d'articles. Ça a été un petit peu relayé, mais encore une fois, je pense pas autant que ça le devrait ou par rapport aux autres mécanismes. Et puis, il n'y a pas de mécanisme concret de mise en œuvre des recommandations. Si vous voulez, c'est la commission qui dit chaque année, la France a fait ci, la France a fait ça. Pour le rapport 2023, là, je voulais vous le citer sur mon ordinateur, mais j'ai pas le temps. Mais c'est 4 lignes en fait, hein, sur le suivi de la France par rapport à l'an dernier. On dit la France est un petit peu meilleure, je crois, en ressources de la justice, et un petit peu meilleure en 1 ou 2 points. Et puis par contre, attention, le lobbying, il faudrait mieux réguler. Mais vous voyez que ça reste très très succinct par rapport aux autres mécanismes d'évaluation qui vont vraiment reprendre point par point, à chaque fois avec beaucoup de détails. Et puis voilà. Et puis alors, pardon, j'essaie d'aller vite, mais vous avez des appréciations très détaillées du Parlement européen. Alors là, c'est le Parlement européen qui, chaque année, en fait, adopte une résolution critiquant, dans le sens de la critique, c'est-à-dire en positif comme en négatif, le rapport de l'état de droit de l'année en cours. Donc j'ai retrouvé, vous avez une résolution du Parlement européen de juin 2021 sur le rapport 2020 qui dit qu'il y a plus ça pourrait être amélioré en termes de modèle à suivre, par exemple, que le rapport de l'Union européenne devrait plus détailler des bonnes pratiques que les autres États membres de l'Union pourraient reprendre à leur compte. Ce rapport, je cite, devrait pouvoir prendre en compte des mesures correctives au niveau de l'Union. Ce rapport considère qu'il faut qu'on évalue l'efficacité des réformes de manière plus concrète sur le terrain, qu'il faut mettre davantage l'accent, je cite, sur l'utilisation abusive des fonds de l'Union. Donc, vous voyez aussi que le Parlement européen est aussi très attentif pour que ce rapport état de droit soit aussi spécifique à la politique de l'Union et aux fonds de l'Union européenne. On en parlait tout à l'heure pour le parquet européen et l'OLAF. Et de vérifier, je cite, dans chaque État membre, le bon fonctionnement des enquêtes et du ministère public en lien avec les enquêtes et les poursuites. Et vous avez, donc, je ne vais pas vous faire une lecture à l'après-vert, mais vous avez un certain nombre de recommandations. Et en fait, le Parlement est assez critique. C'est ça que je trouve intéressant, assez critique sur le rapport état de droit, en disant la Commission devrait aller encore plus loin. Finalement, le Parlement demande à ce que ce mécanisme soit encore plus affiné, plus concret, plus correctif, plus sévère quelque part pour les États membres. D'ailleurs, la dernière résolution date du 30 mars 2023, vous voyez, et la tonalité est assez proche des précédentes. Le Parlement encourage la Commission à suivre de près le niveau de coopération des États membres dans ses rapports ultérieurs, notamment sur la coopération avec le parquet européen, et invite de nouveau la Commission à inclure un nouveau chapitre séparé sur les institutions de l'Union. Ah, intéressant. Vous voyez aussi que le Parlement peut-être est en train d'esquisser une suite aussi des quelques scandales récents, en tout cas accepte peut-être, en tout cas l'assume, que les institutions, dont lui-même fait partie, doivent faire l'objet d'une évaluation sur l'état de droit. Donc ça aussi, spécificité peut-être à venir. Et je termine mon propos, un peu rapide, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce rapport état de droit, mais vous voyez déjà en 3-4 ans beaucoup de choses intéressantes sur les régimes de conditionnalité. Ça me semble important de le rappeler, puisque quand on parle de suivi de l'état de droit et de la corruption, il n'y a pas que ce rapport état de droit, même si c'est un élément fondamental, mais vous savez qu'on a créé récemment
des régimes de conditionnalité. Là, c'est intéressant, ce n'est pas des recommandations, name and shame et pression politique. C'est très concret, c'est pays A ou pays B, vous ne respectez pas le cadre anticorruption ou la compliance anticorruption, eh bien moi, Union européenne, je vous coupe les vivres, je limite le budget. Et vous savez que ça a été fait puisque des États que je ne citerai pas, mais ont été extrêmement critiqués pour avoir réformé dans le mauvais sens des systèmes judiciaires, législatifs et autres, et qui étaient considérés comme dangereux pour l'État de droit, donc pour l'Union elle-même. Et là, vous avez donc un premier régime de conditionnalité pour le budget de l'Union, qui a été mis en place, donc c'est un règlement 2020/2092 du 16 décembre 2020, relatif, je cite, à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union. Vous savez que c'était notamment suite aux réformes contestées en Pologne et en Hongrie, et ce mécanisme entra en vigueur en 2021, est intéressant puisqu'en fait, du coup, il y a un suivi de l'état de droit par les institutions européennes, et que ça peut aboutir donc sur des sanctions financières. Et ça, la corruption est totalement inclue dans les multiples choses qui sont examinées. L'anticorruption est examinée en tant que telle, puisque vous avez des critères qui sont indiqués, notamment donc la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la corruption, je cite, les conflits d'intérêts et autres. Et les sources de référence de la violation donc de l'anticorruption, de la politique anticorruption, là encore, on retrouve les organes, je cite, du Conseil de l'Europe, tels que le Groupe d'État contre la corruption Gréco et la Commission de Venise, parmi d'autres sources. Donc, vous voyez, on a des choses assez similaires, et très concrètement, les conséquences sont que l'État en question peut se voir réduire ses subventions, puisque ces subventions sont considérées comme utilisées dans un cadre peu propice à une bonne gestion des fonds, si on a un système anticorruption qui est défaillant. Et là, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2022, vous savez, pour la Hongrie, en avril 2022, donc c'est très concret, hein. La Commission elle a montré que ce n'était pas juste une menace, mais la Hongrie a été concernée, et il y a une suspension quand même de 6,3 milliards d'euros dédiés au pays à la suite donc, de ces violations de l'état de droit. Et puis, dernier régime, et je termine, de conditionnalité, là c'est sur le plan de relance européen. Vous savez, post-Covid, où il y a eu tout un plan énorme de relance européen avec des fonds massivement réinjectés au profit des États. Et bien sûr, notamment le parquet européen doit veiller à la bonne gestion de ces fonds. Mais là aussi, la Commission a retardé longtemps la validation des plans nationaux, parce que vous savez qu'il devait être prévalidé pour que les fonds soient versés. Et donc la Pologne et la Hongrie encore ont vu leur plan non validé tout de suite. Et parce que, encore une fois, la Commission estimait qu'il y avait des manquements à l'indépendance de la justice. Vous le savez bien, il y a eu des réformes extrêmement contestées, et l'efficacité, de manière générale, des mécanismes anticorruption qui étaient donc défaillants. Et en 2022, finalement, le plan de relance polonais sur un montant quand même de 35 milliards d'euros a été approuvé. Et en 2022, aussi pour la Hongrie, un plan. Mais néanmoins, jusqu'à récemment, peut-être jusqu'à aujourd'hui, il faudrait vérifier, mais pas le moindre euro n'a été versé pour ces deux pays, puisqu'il y a encore des réformes, des garanties de réforme qui doivent être présentées par ces deux pays, comme vous le savez, notamment sur l'anticorruption. Et on a l'impression que le feuilletonnage continue malheureusement, si je puis parler ainsi. En tout cas, les choses ne sont pas encore totalement acquises. Mais voilà, ça me semblait important de le rappeler. Il y a l'état de droit, mais il y a aussi l'état de droit dans sa partie financière. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Et ça vient un peu peut-être en réponse, vous savez, à l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union, où on a déjà un mécanisme de sanctions très politique et très fort qui est prévu, mais qui est considéré comme peut-être trop difficile à mettre en œuvre. Là, on a vraiment des plans de conditionnalité de versement. Le but, c'est peut-être de rajouter un élément de pression très concret, puisque quand on coupe les vivres, évidemment, l'État peut être diligent un petit peu plus rapidement qu'un simple communiqué de presse qui n'est pas toujours assez lu. En tout cas, à suivre, parce qu'on voit que c'est des éléments très récents, état de droit, avec ces 3 ou 4 mécanismes récemment mis en place. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Vincent, pour cet exposé qui nous donne clairement à voir. Et puis merci aussi pour cette mise en perspective qui nous sera fort utile. Je me permets maintenant de m'adresser à vous pour prendre vos questions. Alors, qui concerne la table ronde de ce matin et celle-ci. Oui ?
Oui, ça marche. Bonjour, Nathalie Kaleski. Je travaille sur la question de l'impact des normes de probité pour les entreprises. Et ce qui m'intéressait, c'est une question pour l'ensemble du panel de maintenant, qui est le même que tout celui de la fin de matinée. On voit qu'il y a des mécanismes de mise en œuvre qui peuvent se chevaucher, se surajouter lorsqu'il y a la multiplication de toutes ces conventions internationales. Mais qu'en est-il en amont, même des normes elles-mêmes qui sont mises en place par ces conventions? Que se passe-t-il quand il y a soit des conflits de normes, soit des simples divergences d'appréciation ou de définition de certaines normes? Voilà. Alors, qui souhaite commencer? Parce que je pense que la question s'adresse à l'ensemble des panélistes. Oui. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, mais un élément. Je pense pas qu'il y ait des divergences de normes en tant que telles, et d'ailleurs en général, en tout cas, les différentes organisations internationales travaillent en regardant ce que fait l'autre et souvent en participant à ces travaux. Il y a simplement des cercles concentriques qui existent avec des normes, peut-être au fur et à mesure qu'on approche du centre, des normes qui deviennent plus contraignantes ou plus serrées. C'est normal, hein. Dans un mécanisme des Nations Unies, on est beaucoup plus nombreux. Il y a un dénominateur commun qui est sans doute plus large que lorsqu'on arrive au niveau du Conseil de l'Europe. Et puis, sans doute que si on va au niveau de l'Union européenne, on peut encore arriver à quelque chose de plus contraignant, avec en plus la possibilité de passer outre la souveraineté nationale. Donc, je pense qu'il y a la complémentarité. Elle est assurée par le fait qu'au moins en qualité d'observateurs, les uns et les autres travaillent en bonne intelligence. Et ensuite, il faut accepter qu'on puisse avoir des dénominateurs communs, chaque fois un peu plus contraignants. Oui, en complément, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai suivi à titre personnel, moi, j'ai pas de prétention à une réponse globale, mais donc, dans mon expérience, donc, OCDE, ONUDC et Gréco, et c'est vrai qu'il y a quand même, on sent une forme enfin, il y a un dialogue, en fait, qui se fait aussi, en amont des rapports, les mécanismes se connaissent, ils sont très bien identifiés, ils nous ont pas attendu pour ça, et qu'il y a quand même, je pense, un travail de lissage. Après, il faut quand même voir que effectivement, les rapports peuvent être aussi sur des champs totalement différents. Par exemple, le Gréco et l'OCDE, il n'y a pas tant que ça. Enfin, comme ça, je vous dirais d'emblée, de rapport entre la corruption d'agents publics étrangers et les 2 derniers cycles du Gréco qui portent sur la prévention de la corruption chez les parlementaires, les magistrats et dans le pouvoir exécutif, alors que la Convention OCDE, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une incrimination très, très précise qui concerne d'ailleurs plus les entreprises que les États, quelque part, enfin, en tout cas, la corruption active, les pots de vin. Donc, on a quand même déjà des champs qui peuvent être assez différents. Et s'il y a des points communs, moi je trouve beaucoup sur la justice et les ressources de la justice et des services d'enquête. C'est quand même un élément assez commun à tous ces rapports, hein. À chaque fois, quel que soit le champ, ONUDC, Convention de Mérida, Gréco et OCDE, voire Union européenne, on a quand même à chaque fois des champs un peu différents, mais qui se recoupent sur les moyens. Et là, quelque part, on peut pas dire qu'il y a des divergences, parce que tous les rapports que vous retrouvez, enfin, je parle du cas français, mais j'imagine que c'est un peu le cas, mais on pourra avoir d'autres pays qui sont représentés aujourd'hui, c'est globalement les mêmes constats, hein. C'est que la France, vous avez créé le parquet national financier, très bien. Vous avez créé l'AFA, très bien. Combien vous avez d'effectifs? Qu'est-ce qui était prévu dans l'étude d'impact de la loi? Ah bah, moi, je regarde l'étude d'impact et je regarde le différentiel avec aujourd'hui, et je vois que vous avez d'ailleurs toujours autant de magistrats, enfin, pas plus, alors que j'ai 2 fois plus de dossiers par magistrat que la création du PNF. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment communes. Sur l'indépendance aussi de la justice, il y a des demandes très très fortes de plus d'indépendance, par exemple, du parquet en France. Et ça, on retrouve beaucoup de points communs. Donc, ce serait intéressant de voir s'il y a vraiment des divergences dans les appréciations. Je crois qu'il y en a assez peu. En tout cas, ça peut être des curseurs qui peuvent être plus ou moins exigeants. Mais l'avantage, c'est qu'il y a quand même des... Alors après, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, et je termine là, la Commission européenne, dans le paquet européen dont je parlais tout à l'heure, la future directive, il cite la Convention de Mérida comme la meilleure source, la meilleure norme. Donc, vous voyez qu'il y a quand même aussi des hiérarchies qui sont créées. On aurait pu espérer que la Convention du Conseil de l'Europe, pour ceux qui la travaillent avec le Gréco et qui savent qu'elle marche très bien, soit citée au même rang, mais la Commission a décidé de mettre le focus sur la Convention de Mérida, qui est considérée comme la plus riche, la plus complète,
Et c'est peut-être pas totalement faux, hein. Quand vous regardez la Convention de Mérida, elle est quand même extrêmement longue et riche et beaucoup de choses. Après, ça n'empêche pas que le Gréco aussi utilise d'autres normes que la Convention initiale. Mais tout ça pour dire, il y a un jeu de concurrence aussi assez sain quelque part, sachant que la Convention de Mérida, elle prévoit l'enrichissement illicite, ce que ne prévoit pas la Convention, par exemple, du Conseil de l'Europe. Mais c'est néanmoins un mécanisme facultatif. Donc là encore, il y a une souplesse. Et je ne pense pas qu'il y ait des divergences entre conventions ou entre évaluation, mais plutôt des choses qui se complètent. Et voilà. Mais ça serait intéressant de voir si effectivement il y a déjà eu des divergences. Ça a dû arriver. Après les États, c'est le jeu diplomatique et de la négociation pour essayer de trouver le bon juste milieu. Mais il y a forcément des trous dans la raquette, il me semble. Est-ce que Mélanie et Vincent, Mélanie Chabert et Vincent Perros peuvent se... Voilà, les voilà. Est-ce que vous avez entendu les questions? La question. Alors, vous avez la parole. Mélanie, Euh, peut-être? Oui, alors je pense que tout a été dit. J'ajouterais juste que je dirais aussi que les normes, ce sont plus ou moins les mêmes. Par contre, c'est l'exigence par rapport à la mise en œuvre par pays qui peut varier effectivement dans le système des Nations Unies. Comme vous l'avez dit, il y a des États qui sont tellement différents, de niveaux de développement différents, de stades de développement tellement différents que les experts examinateurs ont souvent pas les mêmes exigences, ce qui est normal aussi par rapport. Donc, on voit aussi une variation par rapport aux recommandations faites qui tient en compte. Et d'ailleurs, les termes de référence de notre mécanisme l'indique aussi que le mécanisme doit tenir en compte du niveau de développement des États ainsi que de la diversité des systèmes judiciaires, juridiques, politiques, économiques et sociaux des différences de tradition juridique aussi. Donc, oui, je voulais juste dire ça, qu'il y a une appréciation différente qui est faite par rapport à la variété. Donc, c'est la mise en œuvre après et l'exigence qui est faite par les États examinateurs. Merci beaucoup. Vincent? Les trois réponses ont été très complètes. Là, je n'ai rien à ajouter. D'accord. Alors, d'autres questions? Oula. Alors, on va prendre toutes les questions et puis allez-y. Bonjour, j'ai une question transversale. Ce matin, Madame Champerache nous a parlé de l'approche économique de la corruption qui serait inhérente à l'activité économique et donc le marché aurait un rôle régulateur avec pour mission d'épurer le phénomène de la corruption. Les différents intervenants de la table numéro 3 ont essayé de nous démontrer l'effectivité de la lutte contre la corruption. Cela peut paraître illusoire dans le sens où ça revient à en fait évoquer simplement le rôle de soft law et de tout ce qui est mis en œuvre au niveau européen. Mais je pense que M. Filleul a eu dans la fin de son intervention la réponse à ma question en évoquant notamment la mise en place de sanctions, notamment avec la Pologne et la Hongrie qui contreviendraient à des réglementations européennes. Quand on sait le coût que représente aujourd'hui la corruption, plus de 1 000 milliards d'euros par an selon au sein de l'Union européenne en 2020. Pour l'OCDE, c'est 5% du PIB mondial. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de pouvoir enfin passer à un mécanisme qui serait beaucoup plus répressif, un mécanisme beaucoup plus de sanctions que de traiter la corruption sous un angle? Et je reprends encore l'approche de Mme Champerade, qui serait la corruption serait plus ou moins acceptée et tolérée. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des mécanismes qui seraient beaucoup plus répressifs et beaucoup plus sanctionnants vis-à-vis des États ou des entreprises qui se prêteraient à ce phénomène? Merci. Merci beaucoup. Ensuite, allez-y. Bonjour, je m'appelle Ayman Ninache et je suis en Master 2 Investigation financière sous la direction de Madame Cutajar. Et j'avais une question. Est-ce que vous pensez que les règles de compétence territoriale de la loi pénale sont-elles efficaces dans la lutte contre la corruption transfrontalière? Bonjour, vous m'entendez? Je m'appelle Dufi Yoganantaraja, je suis en Master 2 Jurisconformité Compliance Officer dirigé par Madame Chantal Cutajar. Alors, c'était une question que je voulais poser à Monsieur Filleul. Vous aviez évoqué tous les travaux de l'UE en matière d'anticorruption et certes, la Pologne et la Hongrie ont récemment, enfin pendant une
quelques années, pas respecté aux valeurs de l'Union européenne telles que l'indépendance et l'état de droit. Même si la Hongrie a été sanctionnée, enfin en tout cas le mécanisme de conditionnalité a été activé à l'encontre de la Hongrie, on peut voir qu'aujourd'hui ça n'a pas été activé à l'encontre de la Pologne et la Pologne a déjà été sanctionnée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment avec son astreinte journalière de 1 million d'euros par jour à payer qu'elle n'a toujours pas payé. Donc comment en fait on peut être sûr de l'effectivité des travaux de l'Union européenne en matière d'anticorruption avec ces États qui ne respectent même pas les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Voilà. Bonjour, j'aurais une question pour Monsieur Lahenberger. Donc, je m'appelle Caron, je fais également un Master 2, mais en formation continue, en investigation financière à l'échelle européenne, et je m'intéresse plus précisément à la question de la corruption, à la lumière de la Convention pénale du Conseil de l'Europe. Et vous avez souligné l'importance du processus de suivi du GRECO, avec tous les avantages que cela apporte, mais ne pensez-vous pas que ce processus a également ses limites, dans la mesure où, par exemple, si on s'attache au 3e cycle d'évaluation qui portait sur la mise en œuvre par les États membres de la Convention pénale, ce cycle est clos depuis un petit moment. Et il y a eu, heureusement, des évaluations positives dans les États membres. Moi, je traite plus précisément de la France et de l'Allemagne, mais on ne trouve pas ce type d'informations sur le site du GRECO. Est-ce qu'il serait envisageable que le GRECO revienne également sur ces cycles d'évaluation clos pour tenir compte des évaluations, notamment positives, en la matière? Merci. Quid de l'état de droit de l'Azerbaïdjan, convaincu de soupçons de corruption sur les membres du Conseil de l'Europe en 2018 et la sanction qui aurait dû suivre? Quid de l'état de droit en Turquie? Et qu'en est-il de l'utilisation des fonds européens en Bulgarie? Quels sont les moyens de contrôler leur emploi? Je passe aux réponses. La première question s'adresse à l'ensemble des panélistes. Est-ce que des mécanismes plus répressifs seraient, de votre point de vue, plus efficaces? Qui souhaite Peut-être, si vous me permettez, deux éléments là-dessus, Madame Cutajar. Sur le fait de passer à un volet répressif pour les États, il me semble que il y a une première difficulté qui est que les conventions dont on a parlé, elles lient les États, mais elles ont été signées et ratifiées par les États. Il n'est pas certain que les États seraient prêts à être sanctionnés davantage, ou en tout cas acceptent de signer des conventions qui entraîneraient pour eux des sanctions colossales. Donc il y a une difficulté, si vous voulez, et tout l'objet du multilatéralisme, alors son intérêt aussi, ses limites, c'est de fonctionner par consensus, effectivement parfois par droit souple, par incitation, par name and shame, mais un volet plus répressif, c'est un peu difficile parce qu'il faudrait réussir à le faire accepter par l'ensemble des États parties, et vous voyez bien qu'ici, ça risquerait évidemment d'achopper. S'agissant des entreprises, on pourrait mentionner qu'en France, depuis la loi Sapin 2, donc qui a été votée notamment en réaction au mauvais rapport de phase 3 de l'OCDE, les entreprises de plus de 500 employés ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million d'euros sont soumises à une obligation de vigilance, c'est-à-dire qu'elles sont tenues de mettre en place un plan de prévention de la corruption. La mise en place de ce plan peut être contrôlée par l'Agence française anticorruption, laquelle a la possibilité d'imposer des sanctions administratives, y compris pécuniaires, aux entreprises qui ne respecteraient pas leur obligation de vigilance. Donc il y a déjà une forme de volet répressif pour les entreprises, pour les obliger à prendre en compte le sujet corruption. Et il y a des réflexions qui sont menées aujourd'hui, notamment du côté de l'AFA, pour
transformer cette sanction administrative en infraction pénale, appelant une sanction pénale, donc pouvant engager la responsabilité de la personne morale. Donc ce volet répressif n'est pas absent, même si évidemment on peut toujours y voir certaines limites. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Rapidement, moi je dirais que, enfin, à titre personnel, les actions, elles ont quand même été assez renforcées hein, depuis, quand vous regardez, depuis 20 ans. Déjà, il y a eu ces mécanismes en tant que tels. Les mécanismes, ils ont eux-mêmes été renforcés sous le contrôle de mon collègue Stéphane, qui est à cette table. Quand j'étais au Gréco, la France a été, comment dire, il y a une procédure de mise en œuvre renforcée, enfin de suivi renforcé quand vous avez une persistance de l'État au Gréco à ne pas exécuter un certain nombre de recommandations, donc pas mettre en œuvre un certain nombre de recommandations, ce qui était notre cas pour le 4e cycle portant sur les parlementaires et les magistrats. Et donc, du coup, on s'est vu appliquer cette nouvelle procédure que le Gréco a mise en œuvre assez récemment, où en fait, on a dû rendre compte encore plus souvent par rapport à un cycle normal de rapport de conformité. Et il y a eu du coup des éléments qui ont été publics et le Gréco a dit dans un communiqué de presse que le niveau était jugé globalement insatisfaisant avec une procédure ad hoc, etc. Il y a un article aussi 34, je crois, qui permet, quand il y a aussi une violation grave du système anticorruption d'un État membre du Gréco, d'avoir des visites ad hoc. Ça a été fait, je crois, pour la Pologne, peut-être la Roumanie, mais je ne vais pas me tromper, mais c'est aussi sur le site du Gréco. Et puis voilà. Après, ce qu'on peut améliorer, je pense, ça serait, c'est peut-être aussi nos travaux d'aujourd'hui, c'est peut-être de comparer ce qui marche le mieux dans ces mécanismes. Et il me semble que plus la visibilité des rapports est forte sur l'aspect médiatique, communiqué de presse, pas de choix des États de modifier les termes du communiqué de presse. Enfin, je sais que par exemple, c'est pas toujours le cas dans les mécanismes. Il y a des négociations, je crois, sous le contrôle de mon collègue de l'OCDE. L'État concerné peut essayer d'un petit peu changer les termes du communiqué de presse. Bon, ça, c'est des choses qui pourraient être aussi peut-être renforcées, ou la procédure d'adoption encore plus efficace pour être encore plus actuelle et peut-être plus de synergie justement pour éviter de dupliquer et peut-être rationaliser un peu tout ça, parce qu'il y a aussi peut-être un peu de déperdition. Ça rendrait peut-être les sanctions plus lisibles, plus efficaces que d'avoir trop de choses. Mais ça, je pense que c'est justement une réflexion beaucoup plus globale. Mais on a déjà quand même quelque chose de largement renforcé déjà depuis 20 ans. Oui, je disais la deuxième question qui porte sur la compétence extraterritoriale. Vous voulez la reformuler? Oui, rapidement, hein. Sujet, verbe, complément. Alors, j'avais noté exactement. C'est est-ce que les règles de compétences en matière de compétences territoriales de la loi pénale, est-ce qu'elles sont efficaces dans les affaires de lutte contre la corruption sur les doubles compétences avec et une juridiction nationale et une juridiction, par exemple, européenne avec OLAF ou le parquet européen? Et est-ce que vous pensez que ces règles-ci sont efficaces, ou est-ce que vous pensez que les règles de compétence sont perfectibles? Une réponse rapide. En tout cas, la loi pénale française est déjà extraterritoriale, puisque beaucoup de faits commis à l'étranger, indépendamment même d'ailleurs de la corruption, peuvent être poursuivis en France à certaines conditions, et je vous renvoie aux règles du Code pénal. En matière de corruption, la loi Sapin 2 a étendu l'extraterritorialité du droit français, justement pour des faits de corruption commis à l'étranger, aussi à certaines conditions. Et donc, c'est une extraterritorialité qui a été renforcée, mais encore faut-il qu'elle soit appliquée, cette extraterritorialité, pour que ce soit efficace. Là encore, on parle toujours d'un cadre législatif et comment est-ce que c'est appliqué. Mais en tant que, aussi, là encore, ancien procureur, je peux vous garantir que le parquet national financier s'est emparé de beaucoup plus de cas qu'avant de faits de corruption d'agents publics étrangers, sur recommandation d'ailleurs de l'OCDE, et que ça a été une réponse à l'extraterritorialité de certains pays qui profitaient, en tout cas qui disaient que comme il n'y avait pas de poursuite, ils faisaient le travail à notre place avec leur extraterritorialité. Donc, en tout cas, la loi Sapin 2 a permis de mieux faire les choses, et certaines CEGIP, par exemple, c'était la France en coordination avec le DOJ aux États-Unis, avec le SFO ou d'autres autorités en Angleterre. Et vous avez plusieurs CEGIP récemment encore où vous avez un partage de... Donc, l'extraterritorialité, ça crée potentiellement des conflits de normes, mais après, elle est revendiquée par la France et par les entreprises d'ailleurs françaises qui demandent à ce qu'on soit plus fort. Après, il y a encore beaucoup de travail pour peut-être nous sanctionner des entreprises étrangères. Mais voilà, c'est en tout cas côté français. Moi, je vous réponds juste côté français. L'extraterritorialité a été renforcée
Et après, avec le parquet européen, là, ça n'empêche pas qu'il y ait des. Enfin, le parquet européen, de toute façon, il se repose sur les poursuites au niveau des États. C'est pas des poursuites autonomes au niveau de l'Union européenne, c'est les procureurs européens délégués qui vont poursuivre dans leurs États membres. Donc en France, vous avez un procureur européen, mais il poursuit devant la juridiction française selon la loi française. C'est juste que c'est un parquet qui va encore plus accentuer la répression sur des fraudes aux subventions européennes notamment. Alors, vous pouvez garder la parole, puis sur la question qui vous était adressée, Vincent, sur la Pologne et la Hongrie. Ah oui, je crois que c'était comment être sûr de l'effectivité, enfin un peu les limites aussi des sanctions financières et des arrêts de la CJE qui sont pas. Voilà, vous me posez une question qui est un petit peu compliquée. J'aimerais bien avoir la réponse. Je pense qu'on la cherche encore. C'est l'Union européenne qui a essayé de pousser plus dans ce sens-là. Bon, je pense quand même que ces régimes de conditionnalité, il y a eu quand même des progrès. C'est peut-être pas parfait. Effectivement, des régimes qui disent que les arrêts de la CJE n'ont pas d'impact malgré en effet des astreintes. Vous avez raison, mademoiselle. C'est la limite. Enfin, je pense qu'à un moment, il y a la limite du système. On pourrait après envisager des sanctions encore plus fortes sur une exclusion du pays avec des procédures encore plus lourdes qui sont prévues par les traités. Après, moi, j'ai pas la réponse. Là, c'est vraiment une réponse politique qui serait à donner. J'ai pas cette prétention-là, mais on voit quand même que les choses ont été améliorées. Après, c'est une réponse qu'on pourrait aussi poser aux citoyens. Voilà, quelles sont les réponses et voilà, c'est tout la subtilité, mais ça a été dit tout à l'heure. Les États se soumettent à des mécanismes. Est-ce qu'on veut les exclure et les mettre au banc des nations et plus les tirer vers le haut? Est-ce qu'on veut les garder en les tirant vers le haut de l'intérieur, même si c'est pas parfait? C'est aussi ça qu'on peut. Vous savez que c'est des questions qui sont loin d'être évidentes. Pour faire la Russie aussi, qui a été exclue du Conseil de l'Europe, ça pose aussi des questions qui sont pas évidentes. Est-ce qu'on préfère que la Russie soit dedans, dehors? En tout cas, là, il y a une réponse très claire au niveau du conflit en Ukraine. La Russie est exclue. Là, c'est une réponse radicale. Donc c'est aussi l'état de droit, tout ça. C'est en lien. La proposition qui a été faite par Madame. Oui, alors oui, évidemment qu'il y a des limites à tout exercice. Il y a des limites, ça c'est sûr, et c'est vrai que à un moment donné, cette limite, elle est aussi marquée par le temps disponible et les moyens qui sont disponibles, qui font que à un moment donné, un cycle d'évaluation, il faut le clore un jour en tout cas, sinon on va piétiner et pas investiguer d'autres champs. Ceci étant dit, deux réponses. Il n'est pas impossible que dans un futur, parce que c'est des questions qui ont déjà été débattues au sein du Gréco, est-ce qu'il faut rouvrir certains cycles? Pour l'instant, la réponse n'a pas été positive, mais c'est pas à exclure dans le futur. En tout cas, c'est des questions qui se posent autour de la table, mais il y a encore d'autres champs à investiguer. Donc, peut-être que le moment où on n'aura plus trop d'idées de sujets, on reviendra sans doute sur les anciens. Ceci étant dit, il y a, alors c'est vrai qu'il n'y a pas du tout le même retentissement que lorsque les rapports sont publiés, mais dans chaque session plénière du Gréco, il y a un temps qui est consacré, qui est offert aux États pour pouvoir revenir sur d'anciennes recommandations et tenir le Gréco à jour d'évolutions qui auraient pu y avoir. Donc, dans les rapports du Gréco, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations. Je concède que ces rapports, ils sont publics, mais ils restent confidentiels par le fait qu'ils ne sont pas médiatisés. Mais cette possibilité existe. Et après, je pense aussi que, oui, à un moment, il faut aller de l'avant. C'est une limite. Il y a une deuxième limite que j'ai touché du doigt dans mon propos tout à l'heure, c'est que parfois, on peut penser qu'il y a deux poids, deux mesures aussi dans certaines recommandations parce qu'il faut évaluer selon un même cadre l'ensemble des pays et ne faisons pas de langue de bois. Il y a des pays où la corruption est systémique et où on peut se contenter entre guillemets, d'avoir des recommandations qui visent des pans entiers de réformes à faire. Et d'autres pays, et il n'y a aucun pays qui est exempt de corruption, ça c'est clair, mais où la corruption est plus liée à des comportements individuels que de faisant partie du système, et où parfois on se tire un peu les cheveux pour chercher un certain nombre de recommandations. C'est aussi parfois une limite qui nous frustre au secrétariat, mais je crois que ça fait partie du jeu, et je pense malgré tout que le fait que les États soient tous évalués selon le même cadre est davantage un point fort qu'une faiblesse. Mais là, j'ai complété ma réponse. Voilà.
Merci beaucoup. La dernière question sur l'état de droit en Azerbaïdjan à propos de la corruption à l'encontre des membres du Conseil de l'Europe en 2018. La Turquie aussi et l'utilisation des fonds européens en Bulgarie. Alors, si vous m'autorisez à répondre à au premier volet de la question, une commission d'enquête a été montée concernant l'Azerbaïdjan sous la direction du juge Brugger, qui est allé jusqu'au bout des choses. Le rapport a été rendu public. Il est sur le site de l'Assemblée parlementaire. Des sanctions ont été prises et un travail de prévention auquel a été associé le Gréco par la suite, concernant les travaux de déontologie et d'éthique pour l'Assemblée parlementaire, a été mené aussi loin que possible. Voilà. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder quand même sur ce dossier-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour la réponse sur la question propre à cette affaire. Elle concernait l'Assemblée parlementaire et elle a été résolue, enfin en tout cas traitée au niveau de l'Assemblée parlementaire. Mais je vous invite aussi quand même à regarder, à lire au fond les différents rapports du Gréco. Je pense que sur les situations du pays, les choses sont dites. Si on regarde le rapport du pays que vous citez, il peut y en avoir d'autres, hein. Je pense que le Gréco dit les choses. Vous avez posé la question de la démocratie en Turquie. Elle peut se poser encore une fois dans d'autres pays, mais je ne pense pas que le Gréco ait la langue de bois dans ses rapports. Et sur la Turquie, je vous invite à lire les derniers rapports de suivi sur le cycle 4 qui disent des choses claires en termes notamment d'indépendance de la justice, en disant que le compte n'y est pas, hein. C'est clairement dit par le Gréco. Et j'attire votre attention sur le fait que sur le cycle 5, le rapport d'évaluation sera débattu par le Gréco d'ici quelques semaines et devrait donc être rendu public dans les premiers mois de l'année prochaine. Je ne peux pas préjuger de ce qu'il y aura, même si je sais ce qu'il y a déjà écrit à ce stade-là, mais enfin, il y a des discussions qui doivent se passer, mais je pense encore une fois que le Gréco prendra ses responsabilités par rapport à des faits précis. Merci infiniment. Il est bien temps que nous nous arrêtions. Il me reste à renouveler mes remerciements à Mélanie Chabert, Vincent Perrault, Stéphane Leyenberger et Vincent Filol qui doit rester ici. Merci vraiment. Merci beaucoup pour votre invitation. Et donc, je laisse la place à Maxime Lassalle. J'appelle Monsieur Luca Forteleoni. Oui, voilà. Et nous aurons Maria Gabunelli à distance. Et j'appelle Laure du Castillon également. Je vais vous laisser. Merci d'avoir invité. Est-ce que je pourrais compter sur vous pour retransmettre avant la publication? Oui, je retravaille un peu. En contact, mais avec plaisir. Avec plaisir, autrement que dans des assemblées locales d'élus locaux. Très bien. Avec plaisir. Ça, c'est à moi. Bon, pour la traduction. Pour la traduction, alors je vais pas tout traduire, hein. Il y a deux présentations en anglais.